commence par un simulacre de procès. Le 18 juillet 1979, dans une salle de conférence à Bagdad, Saddam Hussein a réuni les délégués du parti Baas pour s'emparer du pouvoir et éliminer les traîtres à sa cause. La liste des coupables est lue à voix haute. Tous les présents connaissent la sentence. Personne n'ose affronter le regard de Saddam. Saddam leur a dit « Je reconnais un traître à ses yeux ». Haytham Rashid Wihab. Pendant 13 ans, de 1980 à 1993, il fut le responsable du protocole de Saddam Hussein. Je regarde les yeux d'un traître et je reconnais qu'il m'a trahi ou qu'il cherche à me nuire. Alors, j'agis. Son gouvernement comptait environ 200 hauts fonctionnaires. C'était son premier meeting en tant que président de l'Irak. Parmi ces hommes, il y en avait 21 dont il se méfiait. Il se lève, s'avance devant eux, tout sourire, un gros cigare entre les doigts, s'amusant visiblement beaucoup, et commence à énumérer tous les présents. Ahmed est-il un conspirateur? Non. Mahmoud est-il un conspirateur? Oui. Et là, deux gorilles de la sécurité s'emparent de Mahmoud et le traînent dehors. ابن فاضل مؤيد عبد الله طالب صويلح اسماعيل النجار زهير يحيى مو زهير المريض زهير يحيى اللي بينكم. À la fin, une fois que ces 21 hommes ont été emmenés, Saddam se lève et déclare « Je vous félicite de votre loyauté. Et pour vous récompenser demain à l'aube, c'est vous qui formerez le peloton qui exécutera ces traîtres. » C'est le genre de propos qui rend attentif. Mieux vaut ne pas éveiller les soupçons, sinon on perd la tête. Ce que Saddam ignore ce jour-là, alors qu'il tient les rôles de juge et d'accusateur, c'est que toutes les images sont finalement rattrapées par une seule loi, celle des vainqueurs. 24 ans plus tard, Saddam Hussein attendra dans une cellule, sous garde américaine, l'heure de son propre procès. Devant un tribunal, il ne faudrait pas le déclarer non coupable pour cause de démence. Gerold Post, psychiatre, il fut le fondateur et le directeur durant 21 ans du service de recherche psychopolitique de la CIA. Il est notamment l'auteur d'un curieux rapport sur le profil psychologique de Saddam, rapport qu'il remettra au juge chargé du procès. Il faudrait plutôt dire « enfermez-le dans une cellule et jetez la clé ». From the AFRTS News Center in Washington, this is the 2-Minute Report. Ladies and gentlemen, we got him. Those were the first words from Ambassador Paul Bremer during a press conference from Baghdad Sunday announcing the capture of Saddam Hussein. At the White House on Monday, President George W. Bush expressed his thoughts on the capture of Saddam. Good riddance. The world is better off without you, Mr. Saddam Hussein. It's find it very interesting that when the heat got on, you dug yourself a hole and you crawled in it. And our brave troops, combined with good intelligence, found you. And you'll be brought to justice. He said that I'm Saddam Hussein. I am the president of Iraq, and I'm willing to negotiate. And then the response from U.S. soldiers was President Bush sends his regards. Dès l'arrestation de Saddam Hussein, la plupart des événements qui vont conduire à son procès se déroulent dans l'ombre. En quelques mois, l'insécurité, la peur, les calculs et le secret ont tissé une trame dont les fils demeurent invisibles. Pour assurer sa défense, Saddam désigne un avocat du barreau de Bagdad, Khalil al-Doulaimi.
Celui-ci acceptera de parler de son rôle, mais de lui, nous ne verrons qu'un profil dans l'obscurité. À Bagdad, il fut plusieurs fois victime d'attentats. Du côté de l'accusation, 3 jours précisément avant la capture de Saddam, un tribunal spécial irakien a été constitué pour le traduire en justice, ainsi que ses complices. Des juges sont désignés. Hormis celui chargé des auditions de Saddam, Raed Joui, tous officieront dans le plus grand secret et sous haute protection. À Bagdad, pour les partisans de l'Ancien Régime, ces juges sont une cible prioritaire. 2 d'entre eux accepteront finalement de commenter leurs tâches. Des paroles, mais sans nom et sans visage. كثيرين ضحوا بحياتهم في سبيل أن يكون لنا مستقبل جيد فلماذا أنا أحجم عن ذلك Derrière l'ombre de Khalil al-Doulaimi, ce n'est pas Bagdad qui apparaît, mais Amman, la capitale de la Jordanie. Au commencement de cette histoire, c'est dans un immeuble du quartier ouest de la ville que siège le comité qui regroupe l'ensemble des avocats chargés de défendre Saddam. Ziad al-Khassaouneh, un avocat jordanien, en est le chef de file. Son bureau abrite les activités du comité. À Bagdad, Khalil al-Doulaimi suit les directives de Ziad al-Khassaouneh. Mais l'avocat jordanien et le comité de défense dépendent d'un commanditaire qui échappe à tous les regards. Ce commanditaire est une femme, elle s'appelle Ragad Hussein. Elle est la fille aînée de Saddam. Depuis la chute de son père, elle vit en exil dans la capitale jordanienne. Le mandat dont disposent les avocats a été signé par elle, par ses 2 sœurs et par Saïda, l'épouse de Saddam. Mais face aux avocats, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, c'est Ragad qui s'impose et qui décide. Plus tard, comme dans une histoire qui n'en finit pas de surprendre, ce premier groupe de défenseurs qu'elle aura sollicité et choyé apprendra à connaître la fille préférée de Saddam et le parfum amer de la disgrâce. Quant aux juges du tribunal spécial irakien, une foule d'images fait écho à leur silhouette. Il y a l'insécurité qui règne dans le pays, il y a l'énorme travail d'instruction, dont celui de la collecte des preuves, il y a les victimes et leurs revendications, mais il y a surtout la question qui hante cette affaire. Ces magistrats et ce tribunal sont-ils et seront-ils les vrais maîtres du procès? This is going to be one of the courtrooms. And the plan is to put the bench up towards the back by the offices. And then we would have the rest of the court staff right in front of them with bulletproof glass. Let's go up this way. Alors, par quelle instance va-t-il être jugé? Pour l'instant, personne ne le sait. Emmanuel Ludo, avocat français, membre du comité de défense de Saddam Hussein. Et derrière la question par quelle instance va-t-il être jugé, il y a une autre question qui est plus simple et plus pratique. Y a-t-il un tribunal? Et ce tribunal est-il composé de juges? Y a-t-il des juges? Le tribunal spécial irakien a été créé par l'administrateur américain en Irak, l'ambassadeur Paul Bremer. Michael Scharf, professeur de droit international aux États-Unis, il a été engagé par le ministère américain de la Justice pour contribuer à la formation des juges du tribunal spécial irakien. Puis il a été ratifié par le gouvernement provisoire. Et normalement, le nouveau gouvernement devrait aussi en approuver les statuts. La première étape était une étape qui a commencé en 2002. Cherif Bassiouni. Il est l'homme clé pour comprendre l'origine et les coulisses du tribunal spécial irakien, le TSI. Professeur et expert en matière de droit international, il fut notamment l'un des concepteurs de la Cour pénale internationale de La Haye
du tribunal sur le Rwanda et de celui chargé de juger Milosevic. Très tôt, Cherif Bassiouni a été sollicité pour concevoir une juridiction adaptée au cas de Saddam Hussein. Il est donc l'un de ceux qui connaissent le mieux le tribunal finalement instauré. Sa liberté d'esprit et sa probité lui valent des relations souvent difficiles avec l'administration américaine, comme avec le gouvernement irakien. La première étape était une étape qui a commencé en 2002, quand le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a créé un groupe qui s'appelle The Future of Iraq, l'avenir de l'Irak, qui était un groupe d'environ 100 Irakiens qui venaient de tous les pays du monde, des expatriés, très peu d'ailleurs des États-Unis. Ils étaient divisés en groupes qui s'occupaient de questions constitutionnelles, économiques, sociales. Moi, j'étais la personne qui avait, disons, le titre officiel de consultant, l'animateur, l'organisateur un peu du groupe qui s'occupait des questions juridiques. À ce stade de l'histoire, deux personnages clés d'une grande famille chiite irakienne vont entrer en scène. Ahmed Chalabi, l'oncle, et son neveu, Salem Chalabi. Parmi les membres de nos groupes était le jeune juriste Salem Chalabi, le neveu de Ahmed Chalabi, qui est maintenant vice-président, et qui est celui qui, au moment de l'adoption du TSI dans le décret numéro 48, a élaboré le statut du tribunal. Salem Chalabi est le neveu d'un homme encore plus connu, Ahmed Chalabi, alors chef du Congrès national irakien. Noah Feldman, professeur de droit à l'Université de New York. Il fut conseiller de la coalition en Irak sur les questions de justice et de droit constitutionnel. Ahmed, l'oncle, a joué un rôle central en convainquant les États-Unis d'entrer en guerre contre l'Irak. Et l'histoire retiendra que c'est Ahmed Chalabi, plus que n'importe qui d'autre, qui est à l'origine de cette situation. I am America's best friend in Iraq. Monsieur Salem Chalabi, qui est un jeune juriste américain qui travaille en Angleterre, spécialiste en matière commerciale, n'avait pas grande connaissance en matière juridique pénale et en matière irakienne. C'est pour ça d'ailleurs que le statut a été rédigé en langue anglaise et en mélangeant un peu les conceptions du système accusatoire américain au système inquisitoire irakien, qui est adopté du système égyptien et à son tour du système français. Donc, disons, le statut lui-même ou la loi elle-même laisse beaucoup à désirer et nous en reparlerons par la suite. Mon cher collègue Cherif Bassiouni, également professeur à l'Université américaine de Pau, a d'abord travaillé sur l'idée de responsabilité et soumis plusieurs propositions pour le fonctionnement du TSI. Or, celle qui a finalement été retenue était très différente des siennes. Du coup, par réaction, il s'est opposé très fortement au nouveau tribunal spécial irakien et a pris ses distances. Le projet originel de ce groupe de travail a été préparé par moi dans l'optique de le soumettre au Conseil de sécurité pour établir un tribunal similaire au tribunal pénal international pour la Yougoslavie ou pour le Rwanda. Et j'ai pris pour le statut du TSI la définition des crimes du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, qui sont les définitions que l'on retrouve dans les statuts de la Cour pénale internationale, que les États-Unis refusent de reconnaître et combattent encore. Saddam avait du charisme. Il vous regardait droit dans les yeux et il était ravi quand vous les baissiez. Il prenait ça pour une marque de respect, quels que soient les gens qu'il avait en face de lui.
On s'est inspiré des statuts de la Cour pénale internationale, mais aussi du droit irakien. Ainsi, et c'est un point central, les peines sont tirées du droit irakien et non du droit international. En plus de ça, ils ont dit, voilà, nous avons établi toutes les règles intérieures, et au cas où on a besoin d'autres règles, il faudrait aller les trouver dans le Code de procédure pénale irakien de 1971. Alors, si on va au Code pénal de 71, on trouve beaucoup de choses qui sont en complète contradiction avec ce que l'on trouve dans le statut de ce tribunal. La raison fondamentale du retrait de la communauté internationale a été l'insistance tant des Irakiens que des Américains que la peine de mort puisse être appliquée lors du procès de Saddam. Il y a un large consensus international contre la peine de mort, mais l'Irak l'a toujours, et les États-Unis aussi. Ils ont donc décidé que ce serait un tribunal national, mais internationalisé. C'est une sorte de créature nouvelle en droit international. Ce n'est ni un tribunal international, ni un tribunal mixte, comme en Sierra Leone, mais un tribunal national internationalisé. Ceux qui ont rédigé le statut, que ce soit M. Salem Chalabi ou d'autres parmi ceux du ministère de la Justice des États-Unis, n'ont pas vraiment bien compris le système et ont voulu essayer de faire coexister des choses qui ne peuvent pas coexister. Finalement, la ténacité de Salem Chalabi sera récompensée. Il est désigné pour diriger et coordonner l'action du tribunal spécial irakien qui jugera Saddam et ses co-accusés. I'm not a judge. I was appointed the director of administration of the tribunal. And I'm putting the whole thing together, but there are 7 investigative judges and 5 prosecutors together who were appointed last week who are going to start the process of preparing the evidence. This can take several months, we don't know. Quant à son oncle, Ahmed Chalabi, son itinéraire est en vérité plus complexe qu'il n'y paraît. Installé aux États-Unis à la fin des années 80, Ahmed Chalabi et son parti d'opposition à Saddam Hussein sont d'abord soutenus financièrement par la CIA, puis par le Pentagone. À l'automne 2001, Donald Rumsfeld crée au sein même du ministère de la Défense une nouvelle agence de renseignement, le Bureau des opérations spéciales. Celui-ci est placé sous la responsabilité du sous-secrétaire à la politique de défense, Douglas Feith. L'objectif est de fournir au gouvernement Bush les preuves nécessaires pour justifier une intervention militaire en Irak. La collecte des informations qui va alimenter le scénario d'épreuve est confiée à Ahmed Chalabi. Douglas Feith est à la fois son allié politique, mais aussi son superviseur. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Plus tard, Ahmed Chalabi gagnera un poste politique de premier plan dans l'Irak de l'après-Saddam. Son neveu, Salem Chalabi, tout en s'efforçant de profiter au mieux du parcours de son oncle, connaîtra quelques difficultés à concilier sa passion pour les affaires et sa fonction de coordinateur du tribunal spécial irakien. Peu de temps après sa nomination, divers déboires l'amèneront à abandonner son poste et à quitter l'Irak pour une destination inconnue. Le 1er juillet 2004, 6 mois après son arrestation, Saddam Hussein est soumis à une première audition conduite par un juge du tribunal spécial irakien, le juge Rahed Jouhi. Tous les observateurs remarquent alors la pugnacité de l'ex-Raïs.
Cette comparution, elle était voulue par les Américains et nous pensons fortement que les Américains avaient une stratégie plus précise que cela ce jour-là. Il a été sorti de sa cellule et il a été présenté à un jeune juge dans le cadre d'une notification de charge. D'abord, c'était une procédure qui était une procédure, disons, à l'américaine, une procédure que dans le procès américain, on introduit une personne devant un magistrat pour lui dire, grosso modo, vous êtes accusé de ceci et cela, qu'est-ce que vous plaidez? Vous plaidez guilty ou pas guilty, et puis c'est fini. C'était une opération de relations publiques. Il était évident alors que c'était le point faible, que la souveraineté était censée passer de l'autorité d'occupation au gouvernement provisoire. Ils voulaient donc montrer que ce n'était pas un gouvernement fantoche, que la souveraineté avait réellement été transférée. Ce qui était très intéressant, c'est que la plupart des gens ne l'ont pas noté, mais on le voit sur le film que sur la gauche du procureur, il y avait une copie du Code de procédure pénale irakien de 1971. Alors, si quelqu'un connaît le système juridique irakien, il dit « Mais comment se fait-il qu'il a le code de procédure pénale qui ne prévoit pas ce genre de procédure ?» Donc, c'était déjà en elle-même, disons, une démonstration très visive du fait que l'objectif n'était pas tellement juridique irakien. Nous avions des informations selon lesquelles les Américains devaient faire jauger les capacités de résistance de Saddam et voir s'il ne serait pas possible, immédiatement après la notification des charges, de le juger. En allant chercher un avocat fantoche dans Bagdad, de le condamner et de le fusiller dans la foulée. C'est un petit peu la jurisprudence Ceausescu, si vous voulez. Au début, Saddam était un peu dépaysé, il ne savait pas à quoi s'attendre. Mais aussitôt qu'il a commencé à se reprendre et qu'il s'est habitué à son environnement, et il est monté à l'attaque. Très habilement, il dit à ce jeune juge, vous êtes qui vous d'abord? Et il lui pointe du doigt et lui dit, vous n'êtes rien du tout, je suis le président d'Irak et je suis le président des Irakiens et je ne vous reconnais pas comme étant le tribunal. En plus, selon la constitution temporaire irakienne de 1970, en tant que chef d'État, j'ai immunité complète. Qu'est-ce que vous avez à me parler? On voyait qu'il avait compris que l'audition serait télévisée et que pour la première fois depuis sa capture, il avait l'occasion de s'adresser au peuple irakien lui-même. Il y a des images qui sont retranscrites dans le monde entier. On le voit pratiquement en léger différé de quelques minutes, pas plus. Et par conséquent, il est hors de question de faire le coup qu'on en a fait à Ceausescu. Parce que le coup qui a été fait à Ceausescu, c'est un coup américain, il faut le savoir. Hein, c'était les Américains qui ont eu cette idée de le flinguer derrière un mur une demi-heure après l'avoir jugé. Bon. Donc, ça, c'est plus possible. Donc, on recule. Je crois qu'il avait déjà gagné la main haute dans cette réaction. Et ça nous dit déjà quelque chose sur ce que je pense qu'il va faire à son procès même. Saddam n'a jamais écouté personne, c'est une certitude. Il n'a jamais eu de conseiller pour quoi que ce soit.
Et il a toujours été très fier, une fois sa décision prise, de ne jamais revenir dessus. وبموجب قانون الإجراءات على المحكمة أن يدع المحامي. Juge A. Il est l'un des magistrats désignés pour faire partie du tribunal spécial irakien. من المراحل التحقيقية أن يصاحب المتهم من المراحل التحقيقية وانتهاء بمحكمة التمييز. إلا أنه حتى هذه اللحظة لم نتمكن مع الأسف الشديد بهذا الموضوع. Ziad al-Najawi, avocat jordanien, membre du comité de défense de Saddam Hussein. Ils ont refusé tout droit de visite aux avocats. Ramsey Clark, il fait aussi partie du comité de défense de Saddam Hussein. Il fut ministre de la Justice sous le président Johnson. Ses liens avec l'extrême gauche, comme avec l'extrême droite, font de lui un personnage redoutable et controversé. Il dispose d'un atout majeur sur ses autres confrères de la défense. À plusieurs reprises, dans le passé, il a rencontré Saddam qui lui voue estime et confiance. Personne n'a pu voir Saddam Hussein, ni ses avocats, ni sa famille, ni ses amis. Personne. Et ils le reconnaissent. والآن طبعا عندما يحقق يحضر المحامي في الأدوار التحقيقية ولم يعترض أي واحد من هؤلاء على إجراءات غير قانونية للمحكمة. يعني شخص واحد محامي وحيد سمح له بمقابلته هو السيد خليل الدليمي، وقد علمنا أنه قد جرى اعتقاله من قبل القوات الأمريكية في الأيام السابقة. Ahmed al-Najawi, avocat jordanien, membre du comité de défense de Saddam Hussein. أي عدالة هذه؟ أشاروا إليهم قوات الاحتلال الأمريكي بالسماح لي بالدخول. دخلت إلى القوات الأمريكية وجدت 6 عربات أمريكية، أحد العربات مظللة وال5 عربات حماية. أشار لي الضابط الأمريكي بالصعود بالعربة المظللة. لما وصلت المكان المخصص نزلت في تيوب القطر ماله حوالي 4 أمتار وبطول 25 متر. في الصالة الرئيسية وجدت 5 ضباط أمريكان لا أعرف رتبهم بالضبط. من ضمن التعليمات اللي أشاروا لي بها أنه عدم تقبيل الرئيس أو حضنه والاكتفاء بالمصافحة فقط. من دخل الرئيس أول ما دخل أديت له التحية العسكرية وسلمت عليه وقبلته وحضنته وجلسنا أنا على الطاولة. كان يلبس ملابس سترة، قميص، بنطلون أسود ومعطف على إيده اليسرى، إيده اليمنى. خلاه على الكرسي على الطاولة وبعدين بدأ بالحديث. بدأ ببيت الشعر. أول ما بدأ مؤلف شعر من تأليفه هو. بدأ بيت الشعر: إن لم تكن رأسا فلا تكن آخره، فليس الآخر سوى الذنب. بعدين دخلنا بالوضع السياسي، لأن هو معتقل أكثر من 1.5 سنة محتجز ويعيش في غرفة بدون نوافذ باستثناء باب يتحكمون به الأمريكان، وما عنده لا جهاز تلفزيون ولا جهاز راديو ولا تدخل له جرايد أو صحف، فبالتأكيد ما يعرف ما يدور خارج غرفته. Par la suite, Khalil al-Doulaimi restera le seul avocat du comité à pouvoir rencontrer Saddam Hussein à quelques reprises, dans sa cellule ou durant des auditions menées par le tribunal.
through here, but like I said, it's real dark right now. So a lot of it's bombed up. Just ask you guys to be careful on the way up, because there's no real rails for this. Saddam voulait que tous les Irakiens aient son portrait sous les yeux. Un jour qu'il était en visite au Maroc, il a été très fier quand on lui a raconté que beaucoup de Marocains préféraient accrocher son portrait plutôt que celui du roi Hassan II. Ou qu'en Jordanie, de nombreuses familles accrochaient son portrait plutôt que celui du roi Hussein. Ça le mettait en joie. Finalement, le TSI est officiellement créé le 10 décembre 2003 sous une forme hybride et controversée. Mais comme dans tout procès, celui de Saddam Hussein opposera deux groupes d'avocats. Les uns représenteront la défense, les autres les victimes. Abdulrahman Zibari est l'un des avocats irakiens mandatés par le tribunal spécial pour représenter les victimes du régime de Saddam. Il a en charge celle du district d'Arbil. Il est le seul représentant des parties civiles à avoir accepté de témoigner de sa tâche à visage découvert. Pour lui, préparer le procès signifie recevoir chaque victime et élaborer un dossier qu'il adressera au juge du tribunal. نويت بخير؟ محمد توفيق سليمان كهويك ابو دمر؟ محمد توفيق سليمان حسين. بله. تمام. مواليد چنده؟ والله هذا شوارده. مواليد شوارده. بله. باشا. تو انفال كرابويوانيه؟ بله. باشا. Durant le régime de Saddam Hussein, 180 000 Kurdes ont été assassinés et plus de 4 500 de leurs villages ont été détruits. 200 000 chiites ont été massacrés. Outre ces morts, on compte plus de 200 000 Irakiens qui ont disparu. 900 000 personnes ont été déplacées de force ou internées dans des camps. La guerre Iran-Irak a fait entre 500 000 et 700 000 victimes. Au cours de ces 3 dernières années, près de 300 charniers ont été découverts dans tout le pays. شكاية دكيل لا صدام حسين ودامو دزقاكي أنا والله شكايتك باشا ماما. Pendant ce temps, à Amman, les avocats de la défense de Saddam Hussein tiennent une réunion. À cette occasion, le fils de Tarek Aziz, ex-ministre des Affaires étrangères de Saddam, leur remet une note manuscrite que son père, détenu avec Saddam et les 10 autres accusés, a pu faire sortir clandestinement de prison à Bagdad. Malgré la bonne humeur apparente, ce mot soulève leur inquiétude. Il souligne le total isolement des détenus. Chacun des avocats présents mesure combien sa tâche semble vaine. Il est arrivé l'avocat irakien, non? Je l'ai pas vu. Il parle de vêtements sales et tout, des conditions de détention. Non, mais il dit... c'est un appel à l'aide, hein, clairement. Un appel à l'aide, bien sûr. Le texte de Tarek Aziz tient en quelques lignes rédigées à la hâte sur une page d'agenda.
Nous sommes en prison depuis longtemps, coupés de nos familles, sans contact, sans téléphone, sans lettres. On ne nous donne pas les colis que nos familles nous envoient. Nous avons besoin d'un traitement convenable, d'une instruction correcte et d'un procès équitable. S'il vous plaît, aidez-nous. Si ce texte trouble les avocats, c'est surtout parce qu'il leur rappelle combien l'accès à leur propre client, Saddam Hussein, paraît improbable. From Ahmed Siddiq, who speak to him in Tunis now. يعني بوردي لو دروجة كان قمانوا لا شوان لا تقتاق بيشي بشنا نقرا سلمان شون يعني معاملة أنقويان ذكر شولش تقتق خلنا معنا ساعات شوين تحري على كدنو تشيخ مان بيبو إذ ما نقولوا سدنو بخوا نقلة دماتيه نقلة شيبية ناخوش الدنيا تنبو بالي أبدا أبتيك الليبو أنا قلت حجاج ناو بالي أو كافر يا أبو ملعون يا أبو بير باي وكور باي وشيد باي حال بقيت بيت اللي هذا بتشني ذا باهين اتقبلوا بشقوا ده بكيبلوا انا والله اتقبلك يوم سرك اول بو دواي شلون بو ذكرت او كابرايا انا حالي انا والله ده بخوينا جني جدا سدن وبس معنا اللي اذا كنت بكتب كشتي انا واخوي تو بينيت انا والله بتاعي يقوم بي ليدا مرت انا والله ليدا ومرت ادي جنازه كان تشليكر والله بدان قوتك كان بوكل همي هن ديوار سك سجواب واكل واب تلفان ذا سجي تليبو صقل ويهبو بعد الزور باشا ماما في كل الأحوال أن الشعب العراقي لا يمكن أن يغض النظر عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي وبهذه الدرجة من الوحشية. فلهذا هذا القانون وهذه المحكمة كانت تنشأ في كل الأحوال. Tous ceux qui s'opposent au TSI, y compris les avocats de Saddam, disent déjà et diront à l'audience que la guerre contre l'Irak n'ayant pas été approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, elle transgresse le droit international. Donc tout tribunal créé par la suite est forcément illégal. الهدف الرئيس والأساس لعملنا هو تثبيت بعدم شرعية هذه المحكمة والطعن فيها. وبطبيعة الحال فإن هذه القوانين التي أصدرها بريمر كلها باطلة، لأن هناك قاعدة قانونية أن ما بني على الباطل فهو باطل. بالمرحلة الأولى رح نستند إلى الدستور العراقي المؤقت الذي يعطي الرئيس الحصانة القانونية والدستورية اتجاه أي عمل قام به ناتج عن وظيفته الدستورية التي كان وما زال يتمتع بها. Pour eux, seul un procès régi par le droit irakien serait recevable. Et pour cause, Saddam avait fait adopter un texte l'exonérant de toute poursuite. فنحن نقول في هيئة الإسناد للدفاع أنه لا يجوز تحت أي ظرف ومن أي مدخل كان محاكمة الرئيس صدام، ويجب إطلاق سراحه فوراً، وبالتالي منع محاكمته وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. وأن هذا المدعو القانوني أو المدعي القانوني يعني زياد خصاونة. Juge B, magistrat du tribunal spécial irakien. من الآن ركز دفاعه بشكل دعائي ليس عن متهم كصدام حسين أو غيره
متهمين الآخرين وإنما دفاع عن نظام بائد نظام معروف بدمويته وبشاعته. النقطة الثانية من دفاعنا اللي راح يقوم على عدم شرعية العدوان الذي قامت به القوات الأمريكية والبريطانية تجاه العراق. Rappelons-nous quand même, sans vouloir faire de polémique, que l'invasion par les Américains et les Anglais de l'Irak est un acte de guerre qui n'a aucun ciment de droit international. Bon, ça s'est fait sans mandat de l'ONU et en infraction avec les règles internationales. ومش نحن كعرب اللي بنقول هذا، اللي قالوا الأوروبيين وقالوا معظم دول العالم. Même si on admettait que cette guerre était illégale, elle est terminée. Et le nouveau gouvernement est un fait accompli. Par conséquent, en vertu du droit international, ce tribunal est légitime. الأمر الثالث واللي بتقديري هو المهم، عندما تم أسر الرئيس صدام حسين لم يكن خاضعاً لإجراءات قضائية معينة كان موجوداً لدى القوات الأمريكية. Un des défenseurs de Saddam est Ramsey Clark, ancien ministre de la Justice aux États-Unis, qui a aussi représenté Milosevic, pas au procès, à l'extérieur. La toute première chose qu'il avait faite dans l'affaire Milosevic avait été de contester la légitimité du tribunal dans les médias. Il ne l'a pas fait pour gagner le procès, mais pour décrédibiliser le TPI auprès de l'opinion publique. Et je pense qu'il va refaire la même chose. Comment parler de souveraineté et d'indépendance quand les Yankees débarquent et imposent leur constitution? Les États-Unis ont infligé à l'Irak les traitements les plus cruels de l'histoire moderne. 12 années de sanctions ont tué 1,5 million d'Irakiens, dont la moitié étaient des enfants de moins de 5 ans. Et ce sont eux qui vont dicter leur constitution aux Irakiens parce qu'ils sont incompétents. المدعو رامز كلارك أو رمزي كلارك وهو أمريكي الجنسية. هذا الشخص إحنا العراقيين وإحنا القضاة والقانونيين العراقيين عندنا معرفة سابقة به منذ سنوات حكم صدام حسين ومنذ الحرب الإيرانية العراقية، فهو على طول مدافع عنيد عن كل أفعال النظام السابق، وهو المتهم لدى أبناء الشعب العراقي عامة أنه كان يستلم رواتب شهرية من واردات النفط العراقي. نحن نحترم أي شخص يدافع عن صدام حسين. لماذا؟ لأنه يجعل من محكمتنا أكثر عدالة. قد يكون هذا الوزير السابق العدل يعطينا معلومات وينورنا وحتى يكون حكمنا أقرب إلى العدالة. À Nuremberg, le procureur américain Robert Jackson a réuni tous les membres du tribunal au début du procès. Et il leur a dit « N'oublions pas que les accusés seront jugés sur la base des mêmes éléments qui serviront à nous juger nous aussi. Nous devons rester honnêtes, car si nous ne le sommes pas dans des procès historiques comme celui-ci, c'est une justice de vainqueur, un lynchage. » أنا أسأل السؤال التالي والشعوب الأوروبية: لماذا ترفض أمريكا حتى الآن أن توافق على قانون المحكمة الجنائية الدولية؟ من الدول القليلة التي ترفض أمريكا، لأنه ما بدها جنودها وما بدها عملائها وأتباعها وموظفيها أن يحاكموا أمام المجتمع الدولي على الجرائم اللي بيرتكبوها. Moi, je pense que si j'étais du côté de la défense, c'est ce que je ferais, hein. Je créerais une confusion continuelle, j'objecterai sur n'importe quoi,
je continuerai à rendre les choses très difficiles, dans l'objectif de provoquer les juges de manière à ce que les juges perdent patience et de faire voir que les juges qui ont perdu patience, ce ne sont pas des juges impartiaux, et de faire jouer la carte politique, hein, la carte de la grande foire, tourner ce tribunal en grande foire. أي أن أهمية محاكمة صدام غير آتية من شخصه أو من مجموعته، وإنما إن نحارب الفكر والعقلية والنهج التدميري كطاغية من طغاة التاريخ. Au cœur de la zone protégée de Bagdad, la zone verte, c'est dans un ancien palais de Saddam entièrement rénové que siégeront le TSI et ses 49 juges. Alors ces juges-là, d'où viennent-ils? C'est pas compliqué. Ils ont été recrutés par les Américains, ils ont été formés par les Américains, et ils sont, et c'est pas du tout excessif ni arbitraire de ma part de dire qu'ils sont estampillés CIA. Le gouvernement provisoire, l'association du barreau irakien et le bureau de liaison américain sur les crimes du régime de Saddam ont fait passer un entretien à chacun des juges et vérifié leur CV. Et ils en ont finalement sélectionné 49 pour siéger au tribunal spécial irakien. Et on trouve que les politiciens ont aussi choisi un nombre de magistrats qui sont des avocats et qui ne sont pas habilités à exercer la profession juridique. Alors, c'est un mishmash absolument incompréhensible, et il n'y avait vraiment aucune raison pour que ce mishmash arrive de cette façon. فإني مارست مهنة المحاماة في مركز العراق مدة 36 عاماً وعن طريق الامتحان، وكنت أمارس أو أتمرس في وظيفة القضاء لحين تعيني في المحكمة الجنائية المختصة بقرار من مجلس الوزراء في بغداد. Aucun de ces magistrats n'avait été membre du parti Baas, puisque les statuts du TSI l'interdisent. Ce sont en quelque sorte des petits juges anonymes qui s'occupaient de litiges courants et qui ne se sont jamais fait remarquer par le régime. Ils connaissaient la loi et l'ont appliquée sans avoir subi l'influence de Saddam Hussein dans un sens ou dans un autre. Probablement, la plupart de ceux-ci auront eu dans leur carrière l'expérience criminelle d'un vol, peut-être même d'un meurtre. C'est une dimension complètement différente de la dimension massive qu'un tel procès pourra avoir. Comment voulez-vous que ces juges aient des habits neufs? Bon, ils ont tous soit quelque chose à se faire pardonner de Saddam Hussein, à se faire remercier, ou à rendre un compte, ou à donner des comptes, ou à régler des comptes. ولا أود الدخول في الرد على الاتهامات هنا وهناك، فمهنتي هي القضاء وطبعي طبع قاضي، ولست موظفا أو محسوبا على أحد. هؤلاء القضاة الذين عينهم الاحتلال
والحكومة المعينة من قبل الاحتلال ليس لديهم الإمكانية على محاكمة إدارة محاكمة بهذا الحجم وهذا الشكل. والدليل أنه القضاة أغلبهم شباب وليس لديهم خبرة في هذا المجال. هذا الادعاء غير صحيح نهائيا، وأكبر دليل إنني أنا مثلا أقرب على 71 سنة من عمري، وتخرجت من كلية الحقوق تقريبا قبل نصف قرن. La plupart des juges sont des messieurs grisonnants, et il y a 2 femmes aussi, qui viennent des 4 coins du pays. Il y a des Kurdes, des chiites et des sunnites. Toutes les ethnies et les religions sont représentées, et ils ont une bonne expérience des affaires relativement compliquées. Le plus jeune n'a que 36 ans. C'est le juge Raed Jouhi, chargé de l'instruction, qui a présidé l'audition de Saddam. C'est un leader, il a du charisme et une chaleur humaine très contagieuse. رائد الجوحي حسب المعلومات المتوفرة عنه عين في الجهاز القضائي العراقي عام 1999 بموجب مرسوم جمهوري موقع من قبل الرئيس الشرعي لجمهورية العراق صدام حسين، وعين بعد الغزو على أثر قيامه بإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق السيد مقتدى الصدر. وجدوا أنه هذا الشخص مؤهل لأن يكون قاضي من وجهة نظرهم هم كقوات غزو، لكي يقوم بإجراءات التحقيق مع أعضاء القيادة العراقية الشرعية وعلى رأسهم الرئيس الشرعي لجمهورية العراق صدام حسين. لكن هل رائد الجوحي مؤهل لكي يكون قاضيا؟ وأن القضاة المفروض في جميع أنحاء العالم أن يتم تعيين القضاة من أهل الحياد والنزاهة والعلم والمعرفة، وهم للأسف الشديد يفتقرون إلى كل هذه الخصائص وهذه الصفات. ولا أدل على ذلك من أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد أخذت 42 شخص من رجال القانون العراقيين وأتت بهم في دورة تدريبية في بريطانيا سريعة استمرت بضعة أسابيع، وذلك لكيفية إجراءات المحاكمة السريعة. Le RCLO, le Bureau américain des enquêtes criminelles sur le régime de Saddam, m'a appelé de Bagdad. C'est drôle parce que j'avais l'impression qu'il me parlait de la porte à côté. Des liaisons téléphoniques sont très bonnes en ce moment entre l'Irak et les États-Unis. Et on m'a dit, voulez-vous aller à Londres pour nous aider à former les juges du tribunal spécial irakien? Je leur ai répondu, vous savez que j'ai émis de vives critiques à l'égard de ce tribunal, parce que comme Cherif Bassiouni de l'Université de Pau à Chicago et d'autres, je pense qu'il n'est pas assez équitable et international. Ils m'ont répondu, nous comprenons, nous ne voulons pas de gens qui soient à nos ordres, mais des experts indépendants connaissant le droit pour nous aider à former ces juges. On peut raisonnablement supposer que tous ces gens, quels qu'ils soient, ont la même mentalité que ceux qui ont mené la guerre d'agression contre l'Irak. Des gens comme le vice-président Cheney, Wolfowitz, Richard Perle, les suspects habituels. Ils m'ont demandé de faire une série de sessions de formation sur le droit que ces juges auront à appliquer. Qu'est-ce que le génocide? Quelles en sont les limites? Qu'est-ce que le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime d'agression? Quelle formation reçoivent-ils? Les opinions sur le droit international divergent largement et les États-Unis en ont une conception très particulière. Ils se considèrent comme au-dessus des lois internationales et non assujettis à celles-ci. Ces juges sont donc formés, à la base, par des sources partisanes. Je faisais des conférences le matin qui étaient interprétées en consécutive. Je parlais et un interprète traduisait ensuite ce que j'avais dit.
et j'espère que tout a été compris correctement. Ensuite, l'après-midi, nous faisions des simulations en petits groupes. À mon avis, les peu de cours de formation qu'ils ont eus sont très, très superficiels. Bon, ce sont des espèces de séminaires pour discuter qu'est-ce que c'est que les éléments des crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou choses de ce genre-là. Nous avons créé un pays fictif divisé en une partie nord et une partie sud. Et nous avons imaginé qu'il y avait une insurrection dans le sud du pays. Ces habitants tirant essentiellement leur subsistance des marais qui les entourent, le Nord décide alors de construire des barrages pour assécher la région, en prétendant que son but est de déloger les insurgés de leur cachette dans les marais afin de mettre fin à l'insurrection. Mais en pratique, le résultat est que des centaines de milliers d'habitants du Sud sont contraints de quitter leur maison, beaucoup d'entre eux meurent et la région est anéantie. La question qui se pose alors est la suivante. S'agit-il d'un génocide? C'est une question difficile parce que si l'intention était de tuer les gens des marais en raison de leur appartenance ethnique d'habitants des marais, alors c'est un génocide. Mais si l'intention était simplement de mater les insurgés et de les forcer à quitter leur cachette, alors il pourrait s'agir d'un crime contre l'humanité ou même d'un crime de guerre, mais pas du crime suprême qu'est le génocide. Des simulations de ce genre ont ainsi permis aux juges de comprendre ces distinctions qui seront capitales lors du procès de Saddam Hussein. Pour soutenir le travail du tribunal, l'administration américaine a créé une structure d'enquête chargée de collecter des preuves démontrant les crimes commis sous le régime de Saddam. Les enquêtes et les recherches portent notamment sur les nombreuses fosses communes où ont été ensevelies les victimes d'exécutions massives, le plus souvent kurdes ou chiites. Des voyages de presse sont organisés sur les lieux de ces exhumations. Ces images, réalisées sous contrôle, seront les seules disponibles pour permettre à la presse d'informer et aux enquêteurs de communiquer. We're mapping everything down to cartridge shells and taking people out very carefully and then examining them in a very controlled environment, really for a trial. Les États-Unis ont voulu donner une assistance à ce tribunal qui est en réalité un tribunal né de la pensée des États-Unis. Et ils ont établi au sein du ministère de la Justice un bureau qui s'appelle le Regime Crimes Liaison Office, qui contient un nombre de fonctionnaires d'anciens ministères publics américains, d'anciens responsables ou investigateurs de l'FBI et d'autres experts en matière médico-légale qui, d'un côté, essayent de donner de la formation à leurs collègues irakiens, d'un autre, ce sont eux qui recueillent les preuves, qui préparent les procès, qui font tout le travail, disons, d'infrastructure. Sur cette image, l'homme à la casquette est celui qui va diriger durant plusieurs mois le RCLO, le Bureau de liaison des enquêtes criminelles. Il s'appelle Greg Kehoe. Ils font le travail, disons, aussi bien qu'ils peuvent, un peu dans l'ombre pour ne pas faire voir les empreintes digitales américaines sur le procès. Ce qui est difficile à garder dans le secret, n'est-ce pas? Ça se voit, ça se sait. Ce sont eux qui ont les ressources, qui ont l'argent, qui ont la compétence. Greg Kehoe est un procureur américain venu de Floride. Dans son parcours, on note qu'il fit également partie de l'équipe de procureurs du tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie. À Bagdad, Greg Kehoe dirige le RCLO d'une main experte. La question de la bonne mise en œuvre du tribunal spécial irakien est l'une de ses préoccupations constantes. This is going to be one of the courtrooms.
And the plan is to put the bench up towards the back by the offices. La difficulté, c'est que la plupart de ces conseillers ne parlent pas arabe, alors que les documents sont presque exclusivement en arabe et que certains témoignages se feront en kurde. Il leur est donc très difficile de recueillir des éléments de preuve et de les transmettre aux Irakiens. Ce serait bien plus efficace de laisser cette tâche aux Irakiens, comme cela est d'ailleurs prévu dans le statut du tribunal. ئەمە گۆڕێکی بە کۆمەڵە ئەم گۆڕە بە کۆمەڵە قوربانیانی دەستی ڕژێمی سەدام حوسێنن نەک گۆڕێک دەیان گۆڕ هەیە لە عێراقا کە سەدام حوسێن خەڵکی تیا کوشتووە زۆربەی ئەو خەڵکانی لە گۆڕی بە کۆمەڵان کوردن یان شیعن لەبەرەوەی لە عێراقا بەپێی یاسای عێراقی هیچ گۆڕێک ئەگە گۆڕی تاک بێ یا گۆڕی بە کۆمەڵ بێ هەڵنادرێتەوە ئەگەر حاکم ڕازی نەبێ پاشەوەی ڕەزامەندیمان وەرگرت لە حاکمی ئەو شارە ئێستاش لەبەرەوەی دادگایەکی تایبەت بە سەدام حوسێن دانراوە ئێستا تەنسیق و ئیشوکار لەگەڵ ئەوانیش ئاکەین ئەوانش کۆمەڵێ حاکمی باوەڕپێکراویان هەیە ئەو حاکمە باوەڕپێکراوانەیە دێن لەگەڵمان لە سەرەتاوە ڕێمان پێ ئەدەن تیمەکانی ئێمە دەست ئەکەن بە هەڵکەندن. ئێستا وەک قۆناغی یەکەمین ئەتوانین لەم زاویەوە ئێمە دابنێن ئەمە سەرەتای ئەم گۆڕە بە کۆمەڵەیە تاوەکو ئێرە ئیتر بە پانایی ئەوەندە کە شۆفڵە یاچەند شۆفڵی ئیشی کردووە و زەویەکەش نەرمیەکی زۆر زۆری پێوە دیارە هەستەکەی ئەم زەویە لەژێر ئەمەوە شتێکی نەئاسایی ڕووی داوە ئەم زەویە پێشتر وەکو ئەو زەوی ئەوێ بووە دیارە شۆفڵی هاتووە هەڵی کەندووە لە پاش ئەوە تەرمەکانی داوەتەوە پاشەوەی تەرمەکە خەڵکەکانیان کوشتووە. Je crois que la plupart des magistrats irakiens qui participent à ce tribunal ont démontré un grand courage moral de vouloir y participer et ils voudraient bien être, disons, ils voudraient bien être les patrons de la chose, hein, mais je pense qu'ils ne se sentent pas en mesure de l'être. Si l'on en croit ces images, les enquêteurs américains du RCLO jouent pleinement leur rôle. À première vue, elles montrent leur efficacité au travail. Mais elles portent aussi dans leur marge une information qui pourrait passer inaperçue. Parmi les journalistes, on distingue un homme en costume noir qui observe et qui prend des notes, comme eux, mais que son métier sépare secrètement du reste du groupe. Cet homme en costume noir, c'est Raed Djoui, le premier juge d'instruction du tribunal spécial irakien.
Les juges qui rendront le verdict final seront officiellement indépendants des États-Unis, mais ils ne seront pas totalement indépendants du gouvernement irakien. Le gouvernement irakien, quant à lui, entretiendra des liens étroits avec les États-Unis parce qu'il y aura encore, au moment du procès de Saddam, de nombreux soldats américains en Irak. De ce fait, le tribunal sera perçu comme ayant des liens avec les États-Unis, ce qui, dans un certain sens, sera effectivement le cas. À Bagdad, le siège du tribunal spécial irakien est un lieu tenu secret et hautement protégé. Seules quelques rares chaînes américaines de télévision ont pu le filmer. À chaque fois, sur les courtes séquences disponibles, c'est Greg Keogh qui tient le rôle de guide, presque de maître des lieux. Ici, le personnage qui suit le guide est Raed Jouhi. Durant sa longue mission, Greg Keogh a veillé à nouer avec lui des relations suivies et cordiales. I'm ready. You ready? What about you? Judge, I always follow you. No. We work together, sir. That's right. Always work together. Si quelqu'un a été torturé, si quelqu'un a été sévicié, cette personne est la première personne à témoigner. Mais moi, je ne vois pas, par exemple, le ministère public actuel ou le RCLO préparer des témoins. Donc, je pense, à mon avis, qu'ils préparent de la documentation plus qu'autre chose. Donc, imaginez-vous un procès qui est en réalité un procès de crime massif contre un grand nombre de victimes dans lequel la victime n'apparaît pas. Il n'y a pas un visage humain. Et alors, nécessairement, les gens vont dire, mais où est le visage humain? Où est la victime réelle? Qui a intérêt à ce procès? Pourquoi est-ce que nous avons ce procès? Et tout ça va jouer dans les mains de la défense. كالو أو روجي بقما أو محكمة كبزانم وببينم صدام محكمة دكريو علي حسن مزيد محكمة دكريو لو أنا يا سن محامية شابن دفاعي اللي يبكن بلام أمنيش وكو شاد حالك وكو شاد حالك شي واقعي وحقيقي كششم بدستوا أنفالك سيان بيدرم بياندرم هي مجرمة كان هي بي ضمير كان هي بي وجدان كان چۆن درتان هات خێزانەکی کە لە 6 نەفەر پێک هاتیە کە 6 کەسن ئەوە باوکی تیان و ئەوانی تر منداڵی عمر 2 ساڵی تاوانیان چ بوو لۆ ئەنفالتکردن هەکە ئەس بچمە مەحکەمە سەدامی حەجە ئەس بێژم دەچم سەدامی گەلە زڵمەڵمە کردی گەلە غەدرانمە کردی گەلێ غەدرەکە یا گەلەکەلمە کردی هەکە ئەس بچم ئەس دەچمە مەحکەمە بڵام بپخوازنە مەحکەمە ئەس دەچم ومحكمة صدامي أزبيج الجرائم التي أو التهم التي يمكن أن يوجه إلى صدام حسين عبارة عن جرائم الجينوسايد وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك عندما أشير أقول رئيس جمهورية العراق ليس المقصود الجانب الشكلي ولا التشبث بالوظيفة، وإنما لأؤكد لشعب العراق العظيم لأنني أحترم العراق. هذا واحد. الثاني حضرتك الآن
استدعتني هنا لكي توجه لي اتهام. لا أعينك بالجرائم المسندة إليك. الجرائم شو سميتها الجرائم؟ مسندة إليك. المسندة إليك. طيب. Depuis l'arrestation de Saddam Hussein, les charges d'accusation n'ont jamais été communiquées avec précision. Selon les sources d'information, leur nombre varie de 7 à 12. Néanmoins, certaines constitueront les temps forts du procès. L'assassinat de dignitaires religieux chiites en 1974, le massacre de 143 habitants du village chiite de Doujaïl en 1982, la campagne en phase d'extermination menée contre les Kurdes entre 1986 et 1988, l'attaque au gaz chimique de la ville d'Halabja en 1988, la répression sanglante des rébellions kurdes et chiites de 1991 suite à la première guerre du Golfe. Je suis de l'avis que les charges n'ont pas été formellement formulées. Parce que les charges sont formulées lorsque le juge d'instruction finit son instruction et rédige les charges, chose qui n'a pas été faite. Mais si on commence à spéculer sur la nature des charges, autant travailler pour l'accusation. Je ne crois pas qu'il y aura une accusation ou un acte d'accusation qui contiendra le génocide, parce qu'il est presque impossible de démontrer que Saddam Hussein avait l'intention d'éliminer un groupe de personnes. Le génocide nécessite la preuve qu'un individu avait l'intention spécifique de détruire un groupe ethnique, racial ou religieux, en totalité ou en grande partie. فمثلا قام باضطهاد الكرد وبقتلهم جماعيا واختفاءات جماعية واستعمال السلاح الكيماوي مثلا لغرض الجينوسايد هذا العرق، هذا الشعب أو هذه القومية، القضاء عليهم على وجودهم كقومية، وكذلك ضد الشيعة باعتبار لهم مذهب معين. Il sera difficile de prouver qu'il s'agissait d'un génocide, parce qu'il y avait des insurrections à la fois au nord et au sud de l'Irak. Donc Saddam Hussein objectera « J'essayais juste de réprimer des soulèvements, de mettre un terme au terrorisme ». Et c'est un discours proche de celui des États-Unis sur la question de l'Afghanistan ou de celui du nouveau gouvernement irakien face aux insurgés. Pour comprendre les enjeux et les difficultés liées à l'accusation de génocide contre Saddam Hussein, le drame subi par la population kurde d'Halabja constitue probablement la circonstance la plus significative. هويتك هي؟ لا. هوية كم بدي؟ هوية دو هي أنت. ناوي صاحبة؟ صاحب. كريم لطيف. كريم لطيف. صاحب كريم لطيف. باشا للروجي كيميا بارانكا. بالي. جنابت لا هلا بجبوي. بالي شانزي سي. ساعات يانزو دقيقة. چه سالك بو؟ سال 1988. 88. ساعات چند بو؟ ساعات يانزو دقيقة. 11 دقيقة روج بو؟ بالي روج. روج بو. بالي. باشا. À Halabja, l'activité marchande battait son plein le jour de l'attaque. Cette ville compte normalement 80 000 habitants, mais les jours de marché, des foules de gens viennent d'Iran faire leurs achats. C'est une plateforme commerciale animée, un pivot de la vie économique. Il y avait donc bien plus de 80 000 personnes ce jour-là. Christine Gosden, directrice du département de génétique médicale à l'Université de Liverpool et membre de l'Institut médical d'Halabja. Elle consacre une grande partie de son temps à étudier les effets à long terme des bombardements d'Halabja et à soigner les séquelles qu'ils ont laissées sur de nombreux survivants.
Il faut prendre en compte la façon dont les choses se sont déroulées. Avant l'attaque principale avec des armes de destruction massive, des avions irakiens ont bombardé la ville avec des armes classiques pour que les gens se réfugient dans les caves. La seule raison de faire ça, c'était de préparer une attaque avec des gaz neurotoxiques et moutarde, des gaz très lourds et très denses qui se sont infiltrés dans les caves où les gens s'étaient réfugiés pour les tuer. Le jour de l'attaque, on a compté quelques 45 avions. Connaissant l'aviation irakienne, on sait que chacun de ces appareils peut transporter au moins 4 obus de 250 kg, ce qui fait une tonne d'armement chimique par avion. Une quantité énorme d'agents chimiques. Il n'est donc pas surprenant que quelques 5000 personnes soient mortes sur le coup. شلون بومان باز بكان؟ داي اويتر تار لسر تارهات اي تقاني ما معناه الحمد لله تو صاروا خطقين ناتقيتو يعني نت ها هذا بيتكسا كيميائي اللي ادا دنينا هات قبل بم هر بشيء كيف كان باش يعني اشتكي باشا بس كيميائي ناتقيتو بلى هر بشيء كليه وتطالع شيء خويا هذا توز وكا وكو توزكي جاتش يا بوني عترك يا بوني اشتك والله ترى انتو تشبون تذكر يا ما لا اوكو عرضم كديو برازاما كدسقاش برابو مرتبه ما خريجي اول جماعه الاخر الران كوتيان ورن ردرشن ما شيوتي والله كيميائي وشان كيميائي وشان انت ما جراو ما فكره درشين بس كيميائي تامن ايرم كيميائي هاتو حتى ايرم شلون حتى ايرم هاتو دوكلاكي يعني دوكلاكي خاكيكي بون خوش بو طياري عراقي بو بلا عراقي على العراقي بيويا شون زانيت علم العراق برزنبو نزمه زور نزم بو والله كزنبو تقيلي بكا نزم مقاومين ابو حج مقاومه يعني كسبك للشيكو فيش مقاومينك حج مدني بون هموان بلا طبعا بلا حج مقاومين ابو بلا حج تنبو قبل مقاومه بكري تاره برز بيتو او بارزي خويا هاتو باشا. L'une des charges qui pèse sur Saddam Hussein est effectivement le gazage des Kurdes, que l'on a qualifié très rapidement à l'époque de génocide. Dans l'affaire d'Halabja, on trouve des gens comme Stephen Peltier, un officiel de haut rang qui a effectué une enquête. Et il a écrit dans le New York Times et s'est exprimé un peu partout dans le monde pour dire que le gouvernement irakien n'était pas responsable. Sur l'affaire d'Halabja, les arguments de la défense convoquent un curieux personnage, Stephen Peltier, un expert américain au parcours atypique. Les thèses qu'il développe depuis plusieurs années au sujet du bombardement de cette ville kurde procèdent d'une démarche plutôt ambiguë. ستيفن بتلير هو بروفيسور كان يعمل ضمن الفريق الأمريكي الذي كلفته وزارة الدفاع الأمريكية بموضوع حلبجة. Mais avant d'avoir occupé un poste de professeur à l'Institut d'études militaires des États-Unis, Stephen Peltier fut, de 1982 à 1988, directeur à la CIA du service d'analyse politique sur l'Irak et s'intéressa particulièrement au conflit Iran-Irak. Dans un rapport largement diffusé sur la question, il concluait que dans la mesure où les armes chimiques ne pouvaient pas provenir de l'arsenal irakien, l'attaque sur Halabja était donc imputable aux Iraniens. The DIA, the Defense Intelligence Agency here in the United States, did a study of what went on in that battle immediately after the battle occurred. And they concluded, on the basis of the condition of the bodies, that the Kurds were killed with a certain type of gas which the Iraqis did not have, but the Iranians did have. En ce qui concerne la thèse de Stephen Peltier, selon laquelle ce n'est pas le gouvernement irakien qui a gazé Halabja, il faut examiner les éléments qui étayent la culpabilité de l'Irak. Premièrement, prétendre que c'est l'Iran qui a lancé l'attaque ne tient pas debout parce que c'étaient les troupes iraniennes, soutenues par la guérilla kurde et les habitants d'Halabja, qui avaient repris la ville aux Irakiens.
Deuxièmement, l'Irak était en train de mener une campagne de purification ethnique contre les Kurdes pour les punir de s'être ralliés aux Iraniens vers la fin de la guerre Iran-Irak. ويقول فيه إن الغازات المستخدمة في حلبجة هي غازات نوع سيانيد والمستخدم من قبل القوات الإيرانية. L'une des prétendues preuves est qu'il s'agissait de cyanure et que comme les Irakiens n'en possédaient pas, ils n'étaient pas coupables. Or, ce n'était pas du cyanure. Il suffit de feuilleter un manuel de toxicologie pour savoir que le cyanure n'est pas un gaz utilisable en plein air. Il est très efficace dans un espace clos où il ne peut pas s'évaporer. Mais ce n'est pas une arme de plein air. N'importe quel expert militaire vous le dira. J'ai les rapports en anglais dans lesquels il est dit que le gaz a été expertisé et que c'est un gaz iranien. Point. Alors qu'on ne vienne pas nous accuser de négationnisme lorsque l'on défend Saddam Hussein, ce sont les experts américains qui le disent haut et fort. C'est pas Saddam, ce sont les Iraniens. Un autre problème concerne l'aspect des victimes. Elles avaient les lèvres et le bout des doigts bleus. On les a donc décrites, ce qui est normal, comme étant cyanosées, ce qui ne veut pas dire qu'elles avaient été gazées au cyanure. Le cyanure laisse ses victimes rouges vifs. Par contre, les agents neurotoxiques donnent aux gens des lèvres bleues. Et on a la preuve de l'utilisation dans d'autres villes du nord de l'Irak de gaz neurotoxiques dont les experts de l'ONU ont établi que c'étaient des armes typiquement irakiennes. Et puis je vais vous faire une confidence, même si elle va peut-être me coûter. Moi, j'ai été convoqué par l'ambassade d'Iran. Et la première chose qu'on m'a dit à l'ambassade d'Iran, c'est comment va Saddam? Nous sommes, nous, Iraniens, très inquiets sur sa santé. Je veux dire que j'ai entendu la question, je me suis cramponné à ma chaise pour savoir si je n'étais pas en train de rêver. Bon. Voilà, on va se mettre d'accord, nous dit l'ambassade. Nous allons dire que Saddam n'a pas gazé les Kurdes. Vous direz que les Iraniens n'ont pas gazé les Kurdes, mais nous avons un dossier à vous donner dans lequel nous avons la preuve que ce sont les Moudjahidines du peuple qui les ont gazés. Donc nous allons trouver un responsable commun, ce sera les Moudjahidines du peuple, vous direz que c'est les Moudjahidines du peuple, nous dirons que c'est les Moudjahidines du peuple, et l'honneur sera sauf. Qu'en pensez-vous? De temps en temps, il est pratique de faire de la désinformation. C'est une affaire très complexe impliquant de nombreux acteurs, mais on sait que certains gouvernements et certaines entreprises ont fourni des armes de ce type à Saddam Hussein. L'UNSCOM a la liste des fournisseurs parmi lesquels figurent les gouvernements américains, britanniques, français et allemands. Ces gouvernements ont pour le moins fourni les produits permettant de fabriquer ces armes. Il y a donc eu une époque où il était plus commode de prétendre que ces produits n'avaient pas été fournis à Saddam et de s'abstenir de toute enquête sérieuse. Mais à la fin des années 80, la grande crainte était que l'Iran envahisse ses voisins. On soutenait donc Saddam Hussein et son gouvernement contre les incursions iraniennes. Et ensuite, différents groupes, soucieux de couvrir leurs traces, ont lancé une campagne de désinformation pour dissimuler leur soutien à Saddam. À quel moment peut-on parler de génocide? Je l'ignore. C'est une question juridique complexe. Mais il est important que devant le tribunal, tous ces faits soient expliqués soigneusement par des organismes incontestables et que soient pris en compte les rapports des Nations Unies, les témoignages des ONG et les documents du gouvernement irakien. Et les preuves ne manquent pas.
ici depuis 5 mois, à Abania, et je ne ressens pas du tout les effets de la guerre. Lorsque j'étais en France, j'avais entendu parler aux informations de la guerre entre l'Irak et l'Iran, mais ici, je n'en rends pas compte. Je ne ressens rien. سلم لي على اخوانك الضباط كلهم وعلى المراتب قول لهم نريدكم كما عهدناكم وكما نعلق امل عليكم احنا والشعب العراقي والامه العربيه اجب. نريد نسمع اخباركم الطيبه بالايام الجايه ان شاء الله كما كنا نسمع اخباركم دائما. اجب. During the Iraqi-Iranian war, when you used to go to the front, pendant la guerre Iran-Irak, nous allions sur le front. Et il appelait ses généraux pour les questionner sur l'évolution de la situation. Il les encourageait et leur donnait des conseils alors qu'ils n'avaient aucune formation militaire. Il n'avait jamais été diplômé d'une académie militaire. Mais il voulait montrer qu'en tant que chef des armées, il savait tout. هلو بارك الله يسعدك شلون احوالك؟ شلون همتكم؟ حيا شلونهم ربعك؟ هلو فوزي الله يسعدك شلون همتك؟ شلونهم ربعك؟ ها زينين؟ قالوا لنا ما ادري من هو قال لنا يمكن عنده غرض وياكم قالوا يمكن ربع فوزي مو هالكثر. Au cours de la présentation de la défense, si la stratégie du cas est un cas historique, 30 ans de violation, il est clair que la défense va réagir dans le sens de dire ben, vous saviez très bien ce que nous faisions pendant 30 ans, vous nous avez aidés, on a acheté de chez vous, vous saviez qu'est-ce qu'on faisait. Qu'est-ce que vous venez nous dire aujourd'hui? يعني بوش هو بوش الأب وبوش الابن كلاهما غارق إلى أذنيه في الجرائم الدولية. وأنا باعتقادي أنه سيأتي يوم سوف يحاكمون في أمام محاكم دولية. Ils ont tout lieu de s'inquiéter de ce que les documents révéleront sur eux, sur la teneur de la rencontre entre Donald Rumsfeld et Saddam Hussein dans les années 80, sur les raisons de la guerre Iran-Irak, sur le type d'armes que les États-Unis ont fournies à l'Irak. Donc, dans ce cas-là, ça va se retourner, n'est-ce pas, contre l'Occident, contre les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, la France, la Russie et d'autres pays. Les États-Unis doivent comprendre qu'ils vont se retrouver aussi sur le banc des accusés. Alors, je pense que les magistrats vont essayer de limiter ça en disant que ce genre de défense n'est pas permise. Et ils vont essayer de limiter la défense en disant ben, ça, c'est pas permis. Ce n'est pas pertinent. Le fait que vous avez acheté ces matières précurseurs de l'Allemagne ou de la Hollande pour faire des armes chimiques, ce n'est pas une défense à l'utilisation des armes. Nous, on vous accuse d'avoir utilisé les armes, non pas de les avoir fabriquées. La seule chose qui importe, c'est avez-vous commis ce crime ou pas. Les juges du tribunal spécial irakien sont donc conscients de cette stratégie. Nous avons travaillé avec eux au cours des sessions de formation sur ce point. مو على مود تحكم او لا تحكم علي هاي بالنسبه لي يعني مو هو هذا المهم لك ان تتذكر انك قاضي لذلك لا تذكر شيء اسمه قوات الاحتلال اللي يعتبرها شعبك هذا مخزيه احكم باسم الشعب. Je pense qu'il va prendre un rôle très actif dans sa défense, étant donné qu'il est aussi licencié en droit.
que c'est un homme politiquement très habile. وهو إضافة إلى ذلك مثقف ثقافة عامة ولمدة طويلة من ضمن مدرسة فكرية وسياسية معروفة. S'il est en bonne santé mentale, il aura beaucoup d'idées sur sa défense, car il en saura plus que n'importe qui. لذلك ليس سهلا حتى ولو وقف أمام المحكمة بدون محامي سيقول الشيء الكثير. Les juges ont pris une décision que je leur ai personnellement conseillée. J'ai passé 1 heure à leur expliquer les dangers de la situation et ils s'assureront que Saddam se fasse représenter par un avocat. Comment est-ce que les juges vont essayer de le limiter? Je ne sais pas. Il a aussi une personnalité très forte, il a beaucoup de charisme, donc il risque vraiment de gagner à ce jeu. Ici, c'est ce que j'appelle le mode par défaut de la psychologie de Saddam. On le voit en train de brandir un fusil avec un air de défi. C'est le Saddam de base. Puis, de même que la poussière redevient poussière, on le retrouve dans un petit trou creusé dans le sol. Ça va être un vrai problème. J'en ai parlé à certains membres de l'équipe juridique qui aura affaire à lui, et je leur ai distribué le profil que j'ai rédigé. Ce sera un procès comme ils n'en ont jamais connu. Aucune chance que ce soit un procès normal. The liberation of Afghanistan and the liberation of Iraq will be remembered as great turning points in the story of freedom. There is no higher calling than service in our armed forces. Our enemies are brutal, but they are no match for the men and women of the United States military. May God bless you all. Durant les 18 mois qui suivirent l'arrestation de Saddam Hussein, nul ne put savoir quand s'ouvrirait le procès. Pour les deux camps, la question de la date était la plus improbable et la moins urgente. Mais à partir de l'été 2005, le calendrier va s'emballer et produire de toutes parts son lot de surprises. Le 7 juillet 2005, dans les rangs de la défense, Ziad al-Khassaouneh, l'avocat jordanien, démissionne de ses fonctions de responsable du comité chargé de défendre l'ex-Raïs. Il reproche à Ragad de donner la préférence aux avocats américains au détriment des défenseurs arabes. Quelques semaines plus tard, le 8 août 2005, Ragad décide soudainement de dissoudre le comité de défense et de révoquer tous les avocats qu'elle avait mandatés. Tous, sauf Khalil al-Doulaimi, l'avocat de Bagdad, le seul à avoir pu rencontrer Saddam. Dorénavant, fier de son autorité nouvelle, il choisira de se montrer au grand jour. Discrètement, Ragad se mettra en quête d'une nouvelle liste de défenseurs. Du côté de l'accusation, au début du mois de juin 2005, l'annonce du procès se précipite brusquement à l'initiative du gouvernement irakien. Le scénario d'un grand procès historique, sous contrôle, tel que le souhaitaient les États-Unis, est abandonné. Les événements semblent alors donner raison aux hypothèses de Sherif Bassiouni.
La meilleure stratégie, par exemple, aurait pu très bien être de choisir un nombre de faits qui sont assez bien connus, où il y a des témoins oculaires qui ont vu Saddam tuer une personne, et il l'a fait à plusieurs reprises, ou donner des ordres précis de tuer une personne. Alors, une fois qu'on est arrivé à ça, et qu'on a démontré qu'il a donné 10, 15, 20 ordres, ça suffit. Hein? On n'a pas besoin de le trouver coupable pour plus de 20 personnes qu'il a tuées ou qu'il a ordonné d'être tuées. Mais ça n'accomplit pas un objectif politique. L'objectif politique, soit que ce soit l'objectif politique du gouvernement irakien ou l'objectif politique des États-Unis est de démontrer l'ampleur du mal de ce régime, de démontrer comment, selon la parole très souvent employée par l'administration Bush, ce régime est evil, est mauvais. Le 17 juillet 2005, le juge Raed Jouhi prononce une première inculpation officielle à l'encontre de Saddam Hussein. Elle porte sur le massacre de 143 habitants d'un village chiite, d'Oujaïl, commis en 1982. Contre toute attente, cette charge, moins lourde et plus simple à démontrer que toutes les autres, alimentera un premier procès. Le verdict débouchera sans doute sur la peine de mort, mais ce premier procès offrira un avantage sous-jacent. Ni les États-Unis, ni aucune autre puissance occidentale n'y courront de risque. Quant aux charges de génocide et de crimes contre l'humanité, les plus embarrassantes, elles seront bien sûr souvent évoquées, mais l'examen des faits et leur jugement seront remis à plus tard. Quelques jours à peine après cette première inculpation, Ahmed Chalabi, notre oncle du début, devenu entre-temps vice-premier ministre, déclenche une offensive contre les juges du tribunal qu'il accuse d'avoir été liés au Baas de Saddam Hussein. En vérité, dans les coulisses, l'annonce trop hâtive de l'imminence du procès ne convient pas vraiment à l'administration américaine. Quant aux divers clans politiques irakiens, ils sont eux-mêmes divisés sur le sujet. Lors de son attaque contre le tribunal, Ahmed Chalabi vise directement Raed Jouhi, le premier juge chargé des auditions de Saddam. Au moment précis où il subit ce revers, Raed Jouhi n'apparaît plus sur les images de ses auditions. C'est alors un autre juge qu'on aperçoit face à Saddam. Raed Jouhi, habile manœuvrier, saura cependant esquiver la charge et gardera son rang au sein du tribunal. Malgré tous les risques, ce procès est la clé de voûte de son avenir et de son ambition. Alors que l'échéance du procès de Saddam se rapproche, dès le début du mois de septembre 2005, Ragad a constitué un nouveau comité de défense dont elle s'attribue cette fois la présidence. Tout se passe comme s'il fallait maintenant que Ragad change de scénario, elle dont le mari, Hussein Kamel, avait été assassiné sur ordre de son père. Ragad a maintenant le sentiment d'être la seule personne vivante à pouvoir œuvrer en faveur de Saddam. Pas pour lui personnellement, mais pour le Baas. Il ne faut pas oublier que le comité du parti Baas veut essayer de la faire élire comme nouveau leader du parti. Cela montre qu'elle a des ambitions politiques. Mais au-delà de toutes ces péripéties, ce qu'il y avait de plus à craindre pour les juges, pour le gouvernement irakien comme pour celui des États-Unis, c'était que Saddam prenne en main son propre procès. الحديث عن حلبجة أنا يمكن تسمعه في الإذاعات يجري عن ضرب حلبجة في ظل نظام
الرئيس به صدام حسين. وانت تدخل هسه بالكلام القانوني اللي لازم تجاوب عليه، وانت قبل شوي طلبت تاجيل الكلام لحين حضور محامي، يعني هذا اللي بدك تجاوب هذا لا هذا كلام قانوني. هذا موضوع عن مطالعه سابقه، اذا تعيدها بحضور المحامين وانا ما وقع نعم اجلها، اما اذا تريد من عندي اوقع ثم المحامين يحضرون لا اسمع. Or, si l'annonce du procès s'est soudainement emballée, c'est probablement que le tribunal avait acquis une nouvelle certitude, Saddam ne serait pas le maître de son procès. 3 auditions ont été enregistrées par le tribunal et diffusées partiellement. Le 1er juillet 2004, les images disponibles durent quelques minutes et sont sonorisées. Le 13 juin 2005, un an plus tard donc, les images ne durent que quelques secondes et sont muettes. Le 21 juillet 2005, environ un mois après, les images réalisées par le tribunal sont montrées sous forme de séquences sonores, mais très brèves. Entre la première et la troisième audition, un constat s'impose. Le comportement et les capacités de Saddam ont nettement changé. لأنه الكويتيين قالوا إنه العراقية راح نخليها ب10 دنانير تنزل إلى الشارع، ونزل بشرف العراقي يدافع عن العراق وأحيا الحقوق التاريخية تجاه هذول الكلاب. لا تتهجم على أي شخص، أنت في جلسة قانونية. نحن في جلسة قانونية من حقي وأتحمل مسؤولية كلامي. أي كلام خارج عن الأدب ما مسموح به. من فضلك. الآن أنا معتقد يقال هي لعبة ستكتشفونها، إنه أنت معتقد من الحكومة العراقية الجديدة اللي عينوها اللي كان. لا شعب. لا أنت رجل قانون وتفهم. بس يتحدث باستقلالية. سواء أمامي أو أمام غيري، أمام أجنبي أو أمام ابن البلد. Au cours de ce 3e enregistrement, le regard du juge Mounir Haddad montre qu'il n'est pas dupe du changement de Saddam. يقال هي لعبة ستكتشفونها. Peu de temps après cette audition, Mounir Haddad a accordé un entretien à la chaîne Al Arabiya. صدام حسين من أسهل المتهمين التعامل وياه. يعني أنا شفت أكثر من 16-17 متهم. من أسهل المتهمين اللي يمكن تتعامل وياه بالتحقيق هو صدام حسين. صدام حسين دائما ما يحكي بالقانون، يتكلم بالسياسة. والمحامي شو وقت شفته يعني؟ والله اليوم لا مجال اشوفك محكية بس بجلسات. يعني هو المحامي هكذا يرى المتهم المحامي يعرف القانون، انه لا يرى المحامي ماله الا في الجلسه، ولا يعرف انه هنالك جلسه تحقيق الا عندما يحضر البنايه. اذا توقع. Dans ces conditions, qu'en sera-t-il du procès et surtout, pourquoi avoir précipité son annonce? Les images même du tribunal nous suggèrent une réponse. Saddam, ainsi diminué, ne présentera plus de vrai danger pour quiconque, ni pour ses ennemis d'aujourd'hui, ni pour ses alliés d'autrefois. Saddam n'est plus le même, mais seules ses victimes ne cesseront jamais de le voir tel qu'il fut.